Monsieur Maurice Vincent, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir, Radio Gaga. On vous a connu comme maire de Saint-Étienne, comme sénateur. Vous êtes aujourd'hui référent pour le mouvement de Bernard Cazeneuve. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est, oui, et quelle est finalement la démarche? Oui, je suis le référent pour le département de la Loire du mouvement qu'a lancé Bernard Cazeneuve il y a quelques mois, qui s'appelle La Convention. C'est un mouvement qui rassemble 7000 adhérents pour l'instant au niveau national, qui est présent dans tous les départements et qui a pour but de refonder et de relancer la social-démocratie, un mouvement réellement social-démocrate en France, dans la perspective des années qui viennent. Est-ce qu'on se projette sur la présidentielle ou on va encore plus loin? Oui, on se projette, pour le dire de manière très transparente, sur la présidentielle de 2027 où nous considérons que nécessairement un mouvement réformiste de gauche réellement social-démocrate doit être présent et doit être représenté, puisque par rapport à ses objectifs, en tout cas ses annonces de départ, Emmanuel Macron a très clairement dérivé vers la droite, vers le centre droit et la droite depuis plusieurs années maintenant, et qu'en conséquence, il est important de reconstituer une gauche de gouvernement. Justement, vous êtes toujours socialiste? J'ai toujours été socialiste de cœur et d'idées. Je suis plus personnellement aujourd'hui membre du Parti socialiste. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai rejoint la Convention, qui représente pour moi ce qu'aurait dû rester le Parti socialiste dans mon esprit, c'est-à-dire un parti de gouvernement, un parti social-démocrate qui ne bascule pas, qui ne se laisse pas entraîner, je crois comme ça a été le cas ces dernières années, vers une radicalité excessive. Et comment vous expliquez que le message de gauche, finalement, aujourd'hui, il passe plus, parce qu'on a des gens qui votent à droite ou qui ont envie de voter à droite, et même à l'extrême droite. Pourquoi ce message d'extrême droite, il passe aujourd'hui, et le message de la gauche, il est complètement inaudible? Alors, je crois qu'il n'y a pas qu'en France. C'est un peu toute l'Europe, puisqu'on va avoir les élections européennes. Absolument. Et on annonce des poussées de l'extrême droite dans tous les pays. Alors nous verrons bien s'il y a une poussée ou s'il n'y en a pas, mais ce qui s'est passé déjà depuis une dizaine d'années en Europe montre que l'ensemble du continent est influencé de plus en plus fortement, et moi je ne peux évidemment que le regretter, c'est un des éléments de notre combat, mais c'est une réalité, il y a une progression des idées d'extrême droite, du national-populisme, principalement à cause de la crainte d'une immigration incontrôlée. C'est ça qui est le carburant des extrêmes droites en Europe, dans tous les pays, et ce carburant est susceptible de donner lieu à des développements extrêmement dangereux, car même s'il faut évidemment mieux contrôler l'immigration, toute dérive vers le nationalisme est porteur de graves dangers pour la France et pour l'Europe. Et en face de cela, il faut une gauche de gouvernement capable de se faire entendre davantage. Pour revenir au mouvement de Bernard Cazeneuve, est-ce qu'il sera présent aux élections européennes? Alors, Bernard Cazeneuve et la Convention, nous serons présents évidemment aux élections européennes à travers des prises de position, des meetings, des encouragements. Je crois pouvoir dire qu'il n'y aura pas de liste de la Convention, puisqu'il y a déjà une offre qui est extrêmement large, c'est le moins qu'on puisse dire. Tous les courants et les sous-courants de la gauche sont déjà représentés, donc c'est pas la peine de rajouter de... Et ça vous laisse le choix entre la NUPES et j'allais dire En Marche, c'est plus le nom exact aujourd'hui, Renaissance. C'est quand même assez difficile de se situer entre les deux. Non, mais d'abord la NUPES ne sera pas unie aux élections européennes. Comme vous le savez, il y aura autant de listes que de composants. Chacun veut son petit électorat. Voilà. Ensuite, l'analyse que nous faisons, c'est que Renaissance est devenu un mouvement de centre-droit, qui aura peut-être avec telle ou telle personnalité, on ne la connaît pas encore, un représentant... On parlait hier de Clément Beaune, peut-être. Oui, peut-être... Qui vient de la gauche. Peut-être quelqu'un de... Oui, il vient de la gauche, mais Renaissance n'est plus à gauche depuis maintenant longtemps. Pour ce qui me concerne, vous le savez, hein, ça fait déjà 6 ou 7 ans pratiquement que j'ai pris mes distances parce que je considérais qu'il y avait une dérive. Donc il y a longtemps. Donc il y a des gens venus de la gauche, mais qui sont aujourd'hui dans un parti qui défend des idées de centre-droit, c'est une réalité. Et même s'ils sont favorables à l'Europe, comme c'est le cas de la Convention, comme c'est notre cas, nous avons des orientations et des exigences beaucoup plus fortes pour l'Europe et beaucoup plus sociales, en particulier qui nous feront, même si nous ne sommes pas présents en tant que tels, préférer manifestement d'autres candidats que celui de Renaissance. Justement, en 2017, vous aviez
était derrière Emmanuel Macron, même un des premiers dans la région. Est-ce que vous, finalement, avec le recul, vous êtes déçu là aussi? Ah non, mais moi j'ai été déçu dès 2019. Ah ouais, donc c'était assez rapide. Donc j'ai quitté... De toute façon, il a pris un Premier ministre de droite, donc c'était déjà une déception pour la gauche. Oui, mais c'est pas seulement une question de personne, parce que moi j'ai considéré, comme d'ailleurs beaucoup d'électeurs socialistes de 2017, c'était l'électorat issu proche du Parti socialiste était majoritaire dans les soutiens à Emmanuel Macron en 2017, parce que nous pensions qu'il avait un espace très, très important et décisif pour constituer un centre-gauche de gouvernement et surtout pour s'opposer à Marine Le Pen et à l'époque à François Fillon, ne l'oublions pas, qui était ultra favori. Est-ce qu'on peut vous situer à peu près à l'époque dans la ligne de Gérard Collomb? Pas précisément Gérard, j'ai eu beaucoup de relations de travail très positives avec Gérard Collomb, mais Gérard Collomb avait été, on peut dire, plus offensif et plus dynamique que je ne l'ai été moi en faveur d'Emmanuel Macron. Évidemment. Moi j'ai toujours été un peu plus réservé, d'ailleurs je pense ne pas m'être trompé avec le recul. Non, moi je fais partie des gens qui ont toujours considéré justement que Bernard Cazeneuve était un homme d'État, qu'il pouvait porter un projet extrêmement utile à la France, et c'est la raison pour laquelle je l'ai rejoint assez rapidement après la désillusion, on peut dire, de ce qu'a été pour moi le macronisme. Vous vous rendez compte que ça fait des années qu'on vote plus pour une personne mais contre une autre? C'est un peu le drame de la politique française, non? Toujours voter contre quelqu'un. Vous avez raison, il y a beaucoup de votes contre, notamment après des élections présidentielles. Mais il y a surtout, comme vous l'avez remarqué tout à l'heure, on en parlait au niveau de l'Europe, il y a surtout une évolution d'une partie importante de l'électorat vers les extrêmes, et notamment vers l'extrême droite. Et ça, c'est un véritable danger pour notre pays. Je crois qu'il faut que les Français mesurent tout de même l'importance et les risques de cette dérive, quand on voit notamment les positions du Rassemblement national en faveur de M. Poutine, qu'il le veuille ou non, qui est aujourd'hui le principal agresseur des démocraties en Europe. Donc il y a un grave danger. Face à ce grave danger, il n'y a pas beaucoup d'hommes d'État. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Moi, je ne trouve pas qu'il y en ait beaucoup, en tout cas, capables de représenter une gauche sérieuse, dynamique, et qui soit ancrée sur les valeurs de justice sociale, sur l'engagement européen, sur la République, sur la laïcité. C'est pour ça que le mouvement de Bernard Cazeneuve, la Convention, m'a convaincu. Et ce mouvement de Bernard Cazeneuve, justement, dans la Loire, ça s'articule comment? Il y a des antennes à Roanne, à Montbrison. Comment ça se passe au niveau de, j'allais dire entre guillemets, de la stratégie? Pour l'instant, il n'y a pas d'antenne départementale. Nous sommes une petite centaine, pour vous donner une idée. Il y a des réunions régulières et des visioconférences régulières qui sont organisées sur différents sujets, notamment en ce moment sur l'Europe au niveau national. Et il y a des réunions locales que j'anime à l'occasion, régulièrement, qui nous permettent d'échanger sur... C'est quelle fréquence, les réunions? Environ tous les 2 mois. Tous les 2 mois. Donc le Parti radical de gauche, en tant que tel, est membre de la Convention, donc il est présent en tant que tel, même si bien sûr il a toute son autonomie, en particulier pour les élections européennes, puisqu'il y aura très probablement une liste conduite par Guillaume Lacroix pour le PRG. Tout à fait. Il y a des personnes qui appartiennent au Parti socialiste, il y en a d'autres qui y ont appartenu comme moi et qui n'y sont plus, et il y en a beaucoup, probablement la majorité, qui n'appartenaient pas précédemment à une formation politique. Si aujourd'hui Bernard Cazeneuve était au pouvoir, en quoi ça serait différent? Qu'est-ce qui ferait différent? Je pense que la principale différence serait la justice fiscale et la justice sociale. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que ce que nous ne soutenons pas, nous ne comprenons pas d'ailleurs chez Emmanuel Macron, c'est cette incapacité à prendre en considération ce besoin de justice sociale et de justice fiscale dans notre pays au moment où les écarts de richesse s'accroissent et où en plus, comme il y a un déficit et une dette importante dans le budget de l'État, il sera nécessaire de trouver des ressources complémentaires qui doivent venir, de notre point de vue, à la fois des entreprises et des ménages les plus aisés. Donc ça, c'est la différence principale sur le plan intérieur. Vous parlez de justice sociale, vous avez été sénateur. Il y a quelques jours, les sénateurs, les députés se sont augmentés. Soi-disant, ils ont des charges, ils ont des frais. Les Français lambda, ils n'ont pas de frais. Comment vous le vivez, ça? Comment vous l'expliquez? Parce que c'est ça aussi qui emmène les gens à voter extrême droite. Quand on parle j'ai vu qu'effectivement, ils avaient réévalué
l'indemnité qui permet de couvrir les frais de mandat. Moi, j'ai pas de jugement, j'ai pas regardé depuis longtemps, évidemment, l'évaluation. Non, mais je veux dire, au niveau du langage, ça choque quand même Oui. les gens qui vont voter, justement. C'est possible. Vous avez raison de dire que l'antiparlementarisme nourrit l'extrême droite. Ça, c'est vrai. Cet écart qu'il y a entre, on va dire, les décideurs, de manière générale, et la population. Bon, en même temps, sous réserve, parce que je n'ai pas étudié précisément la question que vous me posez, il y a une inflation qui touche tout le monde. Il est probable qu'en l'espèce, les députés et les sénateurs auraient pu s'abstenir. Être peut-être plus discret. Oui, bon, en même temps, si vous voulez, moi je ne sombrerai pas justement dans l'antiparlementarisme parce que nous sommes en France un des pays dans lesquels, d'une manière générale, les élus ne sont pas particulièrement mieux traités qu'à l'étranger. C'est pas là qu'il y a des écarts. Même moins, paraît-il. Même plutôt moins, oui, mais pour dire qu'il n'y a pas de scandale. On va revenir sur Saint-Étienne un peu, on fait un peu le tour. Vous avez été président de Saint-Étienne Métropole. Comment vous vivez là aussi, comment vous expliquez cette bisbille actuelle entre une présidente intérim et un président qui ne l'est plus mais qui l'est toujours? Comment vous analysez ça, vous, avec votre rôle qui a été par le passé d'être un des présidents de la métropole? C'est un sujet de paralysie finalement pour nos institutions stéphanoises? Oui, honnêtement, c'est une situation qui est intenable. Pour moi, elle est intenable. Après, chacun réagit en fonction de sa personnalité, mais je n'aurais jamais imaginé, pour ma part, si vous voulez, présider et diriger Saint-Étienne Métropole sans l'accord et le soutien d'une majorité de maires. C'est impossible. Enfin, donc effectivement, c'est soit la paralysée, soit les bisbilles permanentes, soit la guéguerre. Et puis c'est, en termes d'image, complètement délétère. C'est un affaiblissement terrible de notre agglomération et de notre territoire. Donc voilà, moi je pense que pour n'importe quelle personne normalement constituée, aujourd'hui, M. Perdriau aurait dû se retirer définitivement de sa présidence et laisser, puisque c'est Mme Fayolle, laisser Mme Fayolle présider en toute autonomie. Maintenant, comme vous le savez, nous sommes dans une situation qui dépasse de loin les limites du rationnel depuis plusieurs mois maintenant. Parce qu'on parle beaucoup en ce moment de la patinoire. Moi, j'ai envie de vous demander tout simplement, j'ai vu sur votre Facebook, vous en aviez parlé, est-ce que Saint-Étienne, aujourd'hui, en 2024, a besoin d'une si grosse patinoire? Ah, d'une si grosse... Non, mais la patinoire, je pourrais vous en parler longtemps, puisque j'ai étudié à l'époque avec... C'est pour ça que je vous pose la question. Hein. Avec les vice-présidents de Saint-Étienne Métropole en 2012 et 2013, le projet de patinoire avait commencé à être étudié et aurait dû être réalisé aux alentours de 2017-2018 dans le deuxième mandat, enfin le mandat suivant. Le projet que nous avions était très simple. La patinoire de la Plaine Achille, du parc François Mitterrand, était déjà en bout de course, donc il fallait la remplacer. Donc oui, il y a besoin... La remplacer ou la rénover? Non, on ne pouvait pas la rénover. Je vous dis la vérité, hein, ce qui a été... C'est bien de savoir. À l'époque, on ne pouvait pas la rénover. On était allé au bout, il fallait construire une nouvelle patinoire, mais une nouvelle patinoire à destination des habitants de Saint-Étienne Métropole et qui n'avait pas du tout d'objectif olympique. Ça n'a aucun sens. Donc nous avions commencé à réfléchir sur cette nouvelle patinoire qui, dans mon souvenir, devait coûter entre 10 et 14 millions d'euros, à peu près. Donc les études étaient parties et il aurait suffi de les poursuivre. Et sans doute une patinoire aurait pu être construite déjà depuis 6 ou 7 ans. Des reports ont été décidés, je ne sais pas comment ça a fonctionné, en tout cas ça n'a pas bien fonctionné de ce point de vue-là. Et on a vu apparaître ensuite un projet de méga patinoire à 24 millions d'euros, je ne sais plus combien, olympique, qui n'a aucun sens pour Saint-Étienne. Saint-Étienne n'a pas l'ambition ni la vocation à organiser les Jeux Olympiques d'hiver. Donc vous avez, à moins qu'on ait une équipe de hockey sur glace qui se monte à la place des footballeurs. Voilà, si vous voulez, donc ça fait partie de la démesure qui a souvent marqué la droite stéphanoise, il faut bien le dire, avant M. Perdriau et depuis M. Perdriau, sur certains projets. Et alors la façon dont ça c'est en train de se terminer, puisqu'apparemment la Fayolle ne veut pas la construire, si j'ai bien compris. Ben, c'est peut-être pas les priorités. En tout cas, personnellement, je pense qu'elle a raison. Il faut en construire une.
mais qui soit raisonnable et beaucoup moins cher. Voilà. Toujours pour rester dans les histoires politiques, est-ce que vous avez été choqué d'apprendre que votre prédécesseur, M. Thiollière, avait subi une tentative aussi de chantage? On était loin d'imaginer ça aussi. C'est-à-dire que tout ce qui est sorti... et on ne sait peut-être pas tout. Tout ce qui est sorti sur ces affaires-là depuis quelques années maintenant était inimaginable. Que ça concerne M. Thiollière ou M. Artigue ou un autre, c'était... On avait des petits bruits quand même. Enfin, pour moi, c'était inimaginable. Je peux vous le dire, moi je suis tombé de l'armoire pour toutes les informations qui ont été données. J'ai jamais imaginé d'ailleurs, dans mon mandat, que de telles histoires puissent être même conçues, pensées, imaginées par d'autres. Ça me paraissait complètement délirant. Ça m'aurait paru complètement délirant. Quand vous sortez de Saint-Étienne, est-ce qu'on vous en parle? Est-ce qu'on vous demande un peu plus d'infos? Parce que c'est vrai qu'on se rend compte que nous on était dedans et on avait un peu tous les éléments, mais dès qu'on va sur Lyon, les gens ne comprennent pas bien finalement qui est la victime et qui n'est pas la victime. C'est un peu compliqué à... en tout cas à Paris, j'ai vu que les médias savent bien se foutre de nous. Moi, je peux vous donner quelques exemples où dès que le dernier en date, c'est justement, puisque vous parlez de Lyon, lorsque j'ai assisté aux obsèques de Gérard Collomb, j'ai rencontré beaucoup de personnes que je connaissais de longue date, du gouvernement, du Parlement, des députés, des sénateurs, des préfets. Tous m'ont parlé de cette affaire de manière, évidemment en étant atterrés. Alors qu'est-ce qu'au bout d'un moment on dit on va pas parler d'autre chose parce que Saint-Étienne c'est pas que ça, mais c'est vrai que c'est une affaire qui, parce qu'elle a été médiatisée au niveau national très vite, est terrible pour l'image de la ville et de l'agglomération, de la métropole, et donc elle ne permet pas aujourd'hui à personne d'avoir des arbitrages importants qui soient positifs pour notre territoire, c'est impossible. Ça veut dire qu'on est bloqué un peu jusqu'en 2026, absolument. On est juste en face de l'université Jean Monnet, donc j'aurais deux questions. Je vous avais vu il y a quelques années, peut-être maintenant, où il était question d'une fusion avec Lyon, qui ne s'est pas faite finalement. Alors, est-ce que c'est une bonne chose avec le recul, là aussi, de ne pas avoir fusionné avec Lyon? Ah ben, je m'y étais opposé. Mais je sais bien, c'est pour ça que je vous en parle. Vous vous en souvenez, sans doute, vigoureusement. Je pense que c'est une excellente chose. Non pas que nous devions rester sans relation avec Lyon, c'est absolument pas le cas et ça sera jamais le cas. Il y a des relations scientifiques qui sont extrêmement puissantes avec nos amis lyonnais. Mais en revanche, passer sous la coupe, sous l'autorité, sous le pouvoir d'une université lyonnaise aurait été dramatique pour Saint-Étienne qui doit garder toute son autonomie. Finalement, c'est le choix qui a été fait. J'en suis très heureux. Il y a des tas de choses qui continuent de progresser sur notre territoire autour de l'université grâce à cette autonomie. Donc ça a été, in fine, une très bonne décision et je ne regrette absolument pas mon engagement. Toujours dans l'esprit Jean Monnet, l'université, il y a quelques semaines, il y avait l'ancien président François Hollande qui était là. Est-ce que vous avez pu le rencontrer? Est-ce que vous avez pu échanger avec lui? Oui, bien sûr. J'ai déjeuné avec lui d'ailleurs, en marge de cet événement où il a été d'ailleurs très apprécié. Son niveau de réflexion évidemment sur les situations internationales, mais aussi sa relation avec les étudiants qui ont posé beaucoup de questions très bien conçues pour la plupart. Oui, j'ai pu le rencontrer, donc on a échangé sur une situation qu'on connaît tous et sur laquelle il a un regard particulièrement pertinent et inquiet, puisque comme nous tous, il voit bien la montée des périls en Europe, la montée des dangers et l'importance cruciale sur laquelle il a insisté de l'élection américaine du mois de novembre. Ben là aussi, on ne va pas parler des élections américaines, mais je vais être encore un peu provocateur, mais entre quelqu'un qui est un peu sénile et l'autre qui est un peu fou, ça fait peur quand même. En politique, vous savez, il faut très souvent choisir... Le moindre mal? Le moindre mal. C'est très donc souvent... il faut voter socialiste. Il est assez rare d'avoir un... Ça arrive, mais c'est pas toujours la situation dominante. La situation qui est d'avoir une solution évidente, la meilleure, qui s'impose à tous, ça peut arriver, mais c'est rare. Assez souvent, il faut évincer finalement, éviter l'inconvénient, le pire, et se contenter effectivement du moindre mal. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, on vote pas pour, on vote contre. Oui, mais si vous voulez, la démocratie n'a jamais prétendu être un système parfait.
comme disait Churchill, c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Et on voit bien d'ailleurs, on a des exemples aujourd'hui sous les yeux de ce que sont les autres systèmes. Le système russe, vous voyez comment ça se passe, il n'y a pas de débat, ça se termine par des chutes d'hélicoptères ou par des décès en prison. En Chine, j'en parle pas, on ne sait même pas vraiment. C'est plus fermé, ouais. Donc même si la démocratie n'est pas le meilleur des systèmes, il faut vraiment se battre pour la défendre. Pour terminer avec François Hollande, quelle est l'image qu'il a, lui, de Saint-Étienne? Il vous en a parlé de l'image de Saint-Étienne? François Hollande a une image de Saint-Étienne qui est beaucoup plus précise que la majorité des Français. D'abord parce qu'il est venu à plusieurs reprises. Quand j'étais maire, il avait notamment visité la manufacture Plaine Achille, la Biennale du design et une des entreprises qui est en fort développement depuis grâce à une innovation extrêmement forte qui s'appelle HEF. Par ailleurs, il connaît la réputation du musée d'art moderne et contemporain de longue date. Il connaît aussi l'image de la Comédie de Saint-Étienne. Donc c'est quelqu'un qui a une image beaucoup plus complète de Saint-Étienne et bon, il nous a dit qu'évidemment il était lui aussi atterré par ce qui se passait, mais je pense que c'est quelqu'un qui fait la part des choses et qui reconnaît les potentialités de développement qui continuent à exister dans notre ville. Il en a parfaitement conscience. Il n'y a pas du tout une image négative de Saint-Étienne. Moi, j'ai pas compris aussi un point technique. On nous a dit que la première ministre, je crois, pouvait révoquer le maire. Pourquoi ça n'a pas été fait? C'est le gouvernement qui peut... Oui, c'est quand même, quand même la première ministre qui dirige le gouvernement. De mémoire, c'est le gouvernement en Conseil des ministres qui peut révoquer. Qui peut prendre une décision de révocation, mais elle ne peut le prendre en règle générale. Je ne pense pas qu'il y ait eu de précédent qu'après une décision de justice. Après une décision de justice, d'accord. Parce que là aussi, comme la justice est très longue, on est là pour quelques années encore alors. Oui, mais c'est la démocratie, c'est l'indépendance de la justice par rapport au pouvoir politique. Dans l'histoire qui nous concerne ici, on peut le regretter, mais je ne crois pas que sur le fond, il faille le regretter, parce que c'est justement une des garanties des libertés publiques. Et en plus, il ne faut jamais condamner les gens trop tôt, parce qu'il y a des moments où on se trompe aussi dans la justice. La justice te dira. Voilà. Un dernier sujet qui est aussi très important à Saint-Étienne, c'est la chute de Casino. Est-ce que vous, quand vous étiez déjà maire, vous avez vu des choses qui n'allaient pas? Comment vous le vivez ça aussi? Parce que on entend là aussi aujourd'hui qu'il y a des milliards de dettes depuis des années, et puis là aujourd'hui tout explose. D'ailleurs aujourd'hui je viens de lire qu'Auchan a aussi 300 ou presque 400 millions de déficit, et ça leur permet quand même d'acheter Casino avec 1 milliard. Je ne comprends pas bien l'économie, moi. Non, je pense que vous comprenez l'économie, mais il faut que vous preniez la globalité. La globalité des choses, oui. Auchan perd peut-être de l'argent sur une année et sur ses supermarchés et sur ses hypermarchés, mais Auchan est par ailleurs un groupe qui va bien au-delà des hypermarchés et des supermarchés, et qui donc dans sa globalité, même s'il perd dans un domaine, peut très bien... Vous voulez dire qu'ils équilibrent avec autre chose? Absolument, tout à fait, absolument. Et puis il a accumulé peut-être, je ne connais pas le détail, mais des réserves suffisantes depuis quelques années, parce que là, c'est vrai que quand on parle d'une dette de 5 ou 6 milliards, on dit c'est énorme, mais la marge de mémoire du groupe Casino, à l'époque où j'étais maire, était très fréquemment, au niveau global, de 1,5 milliard par an. De marge? Oui. Ça veut dire quand on enlevait toutes les charges? De marge au sens comptable du terme. De bénéfices alors? Voilà, de bénéfices sur une année. Donc si vous voulez, ça relativise. C'est pour ça que... C'est des jeux d'écriture un peu. Non, c'est pas des jeux d'écriture, c'est que le groupe, dans sa globalité, gagnait beaucoup d'argent chaque année, et donc pouvait supporter une grosse dette. Donc c'est la faute du Covid? C'est comme si si vous avez quelqu'un qui gagne 5 000 euros par mois, il peut supporter une dette bien supérieure à celui qui gagne 1 000 euros par mois, c'est pareil. Et évidemment. Et donc moi, à l'époque où j'étais maire, il n'y a jamais eu aucune alerte, le groupe avait des dettes, mais avait des bénéfices suffisants pour y faire face. Il n'y a jamais eu d'inquiétude. La première alerte date de 2015, quand donc c'était après mon mandat, puisque à ce moment-là, un fonds d'investissement anglo-saxon a tiré la sonnette d'alarme sur les marchés financiers en disant que de son point de vue à lui, la dette de Casino était devenue trop élevée. Trop grosse. Mais c'était, je crois que c'était en octobre 2015 à peu près. Oui, on est en 24. Donc il y avait, je pense, depuis cette date-là, le temps de réagir.
Et c'est probablement, sans doute, la critique que l'on peut faire à la direction de Casino, c'est de ne pas avoir saisi dans cette période-là, enfin de ne pas avoir réussi en tout cas, à redresser la barre. On est un peu surpris à Saint-Etienne aussi. Vous allez me dire, c'est quelque chose de très stéphanois, mais on est surpris de voir un Auchan à Centre 2, un Auchan à Villars et maintenant un Auchan à Montieu. On se demande un peu comment ça se fait qu'il y aura une telle concentration de la marque. Est-ce que là aussi la loi de la concurrence, elle ne va pas jouer son rôle? Écoutez, attendons de voir. La répartition des enseignes sur le plan géographique est contrôlée en France par une instance... L'autorité de la concurrence. L'autorité de la concurrence, voilà, c'était ça le nom. Il y a un rayon de kilomètres, j'ai vu. Voilà, donc c'est elle qui détermine... C'est à cause de cette autorité qu'on a déjà annoncé qu'une vingtaine ou une trentaine de supermarchés et d'hypermarchés Intermarché a revendu à Carrefour. D'évoluer à Intermarché, allait être revendu à Carrefour. Marie, donc attendons de voir ce qu'il en sera pour le géant de Montieu. 2026, on en a beaucoup parlé. Est-ce que vous n'allez pas revenir évidemment, mais est-ce que vous êtes un peu en arrière-plan à tirer des ficelles pour les élections de 2026 à Saint-Etienne? Je ne tire rien du tout, moi Non, évidemment la situation de la ville et de l'agglomération m'intéresse toujours beaucoup, donc je la suis avec beaucoup d'intérêt. J'entends beaucoup de gens qui ont peur de l'extrême gauche, j'entends des gens qui seraient peut-être prêts à s'unir au centre, centre gauche, centre droit. Comment là aussi, je ne vais pas être comment dire, familier, mais vous êtes un vieux sage maintenant, alors on attend votre impression. Ben, mes impressions, si vous voulez, c'est que c'est prématuré aujourd'hui, d'ailleurs. Vous entendez peut-être des bruits, mais moi... On entend beaucoup de bruit. Hein, moi, j'entends pas beaucoup parler des élections municipales. La seule vraie question, c'est est-ce que M. Perdriau tiendra jusque-là? C'est surtout ce que j'entends. Et là, personne ne peut répondre tant que la justice n'a pas donné au moins une première décision. Donc, le risque, c'est qu'on reste dans cet entre-deux pendant longtemps. Et donc, ensuite le temps viendra, probablement dans l'année prochaine, hein, je pense, de voir qui peut être en situation, à gauche, à droite et au centre, pour répondre à votre question, de proposer un projet aussi faisable. Parce que quand même, fondamentalement, ce qui est important, c'est ça. En dehors des questions de personnes, c'est quel projet sera proposé pour la ville et pour la métropole, sur quelle base, sur quelle valeur, et ça c'est ce qui sera à ce moment-là important, et on verra bien quelles sont les personnes pour l'incarner. Le projet c'est évidemment important, mais moi j'ai la sensation toujours qu'en municipal, c'est aussi une personne qui incarne ce projet. Et à Saint-Etienne, on n'a pas l'impression d'une personne qui incarne un projet. Vous savez, moi quand j'ai été élu contre Michel Thiollière, personne ne me donnait une chance d'être élu. Quand j'ai perdu... Il y a toujours une contre-vérité. Les sondages disaient que j'allais gagner. Donc, si vous voulez, les questions de personnes sont importantes, mais je crois que ce qui est essentiel, c'est les idées qui seront mises sur le tapis et les personnes qui les porteront pendant la campagne. Aujourd'hui, on ne les connaît pas. On ne les connaît pas, on n'imagine pas que M. Perdriau puisse porter quoi que ce soit. Pourtant, a priori, j'ai entendu qu'il serait partant pour un troisième mandat, ce qui est un peu bizarre. Pour moi, mon point de vue, hein, je vous donne mon point de vue, je pense que c'est inimaginable. Et donc à ce moment-là, il faudra que ce soit d'autres personnes qui soient sollicitées par la droite, puisque notamment LR semble déjà vouloir faire le ménage, d'après ce qu'on lit dans le journal. On entend des gens qui sont prêts à venir pour faire perdre M. Perdriau, justement. Oui, alors il peut y avoir aussi des parachutages, ça arrive dans certains cas. Donc il faut et puis à gauche, voir comment ça se passera. Donc il faut attendre, très honnêtement. J'ai envie de vous dire que pour conclure, dans 2 ans, on sera remonté en première division avec les Verts. Oui, peut-être même à la fin de l'année. Parce que je garde toujours là à la fin pour le football, parce que je sais que vous et moi, on est des fans de football. Voilà, écoutez, pour le foot, la perspective, elle est très claire. Mais aussi, on est tous sélectionneurs, donc en général, on a tous des avis tranchés et différents. Mais écoutez, ils ont fait 2 matchs remarquables, coup sur coup, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Il faut souhaiter qu'ils en fassent 10 comme ça. Je suis toujours pas retombé de ma chaise, je sais pas ce qui s'est passé. Et on sera à nouveau en Ligue 1 l'année prochaine. J'ai vu d'ailleurs à la fête du livre Dominique Rocheteau qui disait que si les Verts remontaient, il faudrait quand même quasiment acheter une autre équipe, quoi. Ah, mais chaque chose en son temps. Demain est un autre jour. Pour terminer, on a fait le tour avec le mouvement de Bernard Cazeneuve. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Est-ce que si on veut adhérer, il faut contacter quelqu'un? Si on veut participer à une réunion, il faut contacter quelqu'un? Comment ça se passe? Pour adhérer au mouvement de Bernard Cazeneuve, qui s'appelle la Convention, il suffit d'aller sur le site internet qui s'appelle la-convention.fr
Et il y a une procédure d'adhésion gratuite qui est très simple, qui permettra effectivement d'augmenter le nombre d'adhérents. Et avant de vous libérer, vous nous avez livré un tout petit secret. Vous êtes en train de travailler sur un livre qui va parler de Saint-Étienne. Est-ce qu'on peut avoir des exclusivités mondiales? Non, mondial, c'est un bien grand mot. Non, mais il y a longtemps que je réfléchis sur l'histoire de la ville, ces dernières années, donc je pense que dans les mois à venir, j'aurai l'occasion de conclure au moins un premier tome. Donc en tout cas, je sais pas. On ne verra peut-être pas la fête du livre d'octobre, alors ça sera peut-être un peu juste. Ça peut être un peu juste, je sais pas, puis il faudrait encore que je sois invité. Ah, mais vous avez le bras long. Plus maintenant. Maurice Vincent, merci beaucoup. Merci à vous. Au plaisir. Merci.